Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Accent Louange. Aujourd'hui, on va discuter de l'instrument peut-être le plus utilisé et je pense aussi le plus polyvalent de tous les instruments qu'on utilise dans le louange dans nos églises, c'est-à-dire la piano. Je continue ma conversation avec Aurélie Bricot, qui est une super pianiste avec beaucoup d'expérience. Elle va nous aider de comprendre le rôle du piano dans le contexte de louange. Le piano qui peut être tout seul, qui peut jouer avec un ou deux autres instruments, et même faire partie d'une grande équipe, un grand groupe, des fois même avec un autre piano, un autre synthé ou clavier. Comment fonctionner, comment jouer dans tous ces rôles, dans tous ces contextes différents en tant que pianiste. Et finalement, on discute, c'est quoi le rôle, c'est quoi le but de jouer piano dans le louange, dans l'église. Alors maintenant, ma conversation avec Aurélie Bricot. Let's go. Bonjour tout le monde et merci d'être là avec nous sur cet épisode d'Accent Louange. Je suis encore une fois ici avec mon ami Aurélie Bricot. On est à Teen Ranch. Elle est responsable ici à Teen Ranch et elle est aussi une très très bonne pianiste. Et donc, je vais demander aujourd'hui de parler avec nous un petit peu du rôle de piano dans le groupe de louange et oui, juste en général, le rôle de piano dans le louange dans l'église parce que c'est un instrument qu'on trouve partout, c'est un instrument avec beaucoup d'histoire dans l'église et c'est un instrument difficile à jouer avec beaucoup de possibilités. Donc déjà, merci d'être là. Merci à toi de ton invitation. Voilà. Alors, en tant que quelqu'un qui joue le piano, déjà, si vous avez regardé l'épisode avant celui-là, elle a expliqué un petit peu le contexte dans lequel elle joue dans son église, mais elle joue aussi dans plusieurs autres contextes. Et donc, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu fonctionnes dans ton église? Et après ça, explique comment tu fonctionnes autrement quand tu joues dans les autres contextes. Ok. Donc moi, je suis dans une petite église. Une petite et vieille église, une petite mamie. Et donc, je suis souvent seule à la louange ou accompagnée d'un batteur. Parfois, il y a un guitariste aussi qui vient, ça dépend. C'est très aléatoire. Et on fonctionne avec de la louange spontanée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les chants sont suggérés. Et donc, j'apprends à déchiffrer, à décoder, en tout cas, à peu près un répertoire de 2000 chants. C'est beaucoup. Ok, donc c'est facile, entre guillemets, pour toi de gérer un bon répertoire et de faire les choses spontanées parce que tu sais lire bien la musique, tu n'as pas besoin de répéter beaucoup toi-même pour faire quelque chose, tu as beaucoup de compétences. Ce que je veux savoir, donc déjà, c'est quoi tes pensées quand tu es là toute seule? Comment tu imagines de jouer le piano? Parce que je sais que des fois, on va voir les gens qui écoutent ce podcast qui jouent piano. Et souvent, ou au moins de temps en temps, tout seul pour gérer la louange. Donc, comment est-ce que ça c'est différent que quand tu joues avec des autres? Alors, déjà, quand on est seul, en général, avec la main gauche, on gère tout ce qui est accord, basse. C'est là qu'on plaque. Et puis avec la main droite, soit on fait la mélodie. La majorité des pianistes fonctionnent comme ça. Parce qu'en fait, il y a, finalement, dans beaucoup d'églises, il y a juste un pianiste ou pianiste ou une guitare, mais ça reste quand même un instrument assez fondamental et assez populaire. Donc les accords main gauche, mélodie ou mélodie plus avec la main droite. Et puis on reste quand même en général sur on joue au milieu du clavier, quoi. Voilà. Ça, quand je suis toute seule, c'est à peu près ce que je fais, parce que ça me permet d'avoir le rythme avec la main gauche, de pouvoir bien garder le rythme avec la main gauche et pouvoir communiquer avec mon batteur parce que voilà, il n'est pas forcément très expérimenté non plus. Et donc il suit au niveau du tempo, voilà. Il me suit moi et avec la main droite, je fais la mélodie. Et je chante en même temps aussi. Donc tu chantes la mélodie et joues la mélodie. Alors, moi j'accompagne la mélodie, j'accompagne le chant. Je fais pas les notes de la mélodie, je fais pas les notes du chant avec la mélodie. Ok, donc il faut être clair parce que je n'avais pas tout à fait compris alors et D'accord. donc je pense que peut-être quelqu'un là qui regarde n'est pas tout à fait compris. Avec la main droite, quand tu dis tu joues la mélodie, tu fais un accompaniment. Je fais les harmonies. Les harmonies. Donc c'est la mélodie c'est fait avec la voix, oui. pas avec la main droite. Non. Okay, parce que je pense que il faut surtout pas jouer la mélodie
en même temps qu'on la chante. Voilà. Super. Je suis d'accord. Pourquoi? Alors, je le fais pas parce que pour moi, l'objectif d'un accompagnement au piano, c'est de poser le décor pour que les voix soient mises en avant. Ce qui est important, c'est le chant. Et si en fait on joue ce qu'on chante, bah il y a des trous. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, quand tu es toute seule, qu'est-ce que tu fais rythmiquement, si jamais il y a une différence, qui n'est pas la même que tu vas faire en quelques semaines là dans cette équipe? Bah, quand on est tout seul, l'objectif c'est que les gens chantent ensemble. Donc il faut vraiment bien marquer le rythme. Et si on est sur des chants, on va dire un petit peu entraînants, qui invitent à taper dans les mains, l'objectif c'est vraiment de marquer le rythme et de bien marquer les accords. Donc après, je pense qu'il faut rester sur des choses plutôt simples. Moi, je suis pas trop pianiste qui fait des fioritures dans tous les sens. Un petit peu, l'objectif c'est pas de combler un quelconque vide. L'objectif c'est vraiment d'avoir des choses très claires, très marquées. En général, il y a un temps le temps d'introduction. Là, je joue quelques notes de la mélodie parce que j'ai toujours à l'idée que Monsieur Tout-le-Monde dans l'église, il y connaît peut-être pas grand-chose en musique et il faut que ce soit clair le moment où on va démarrer. Il faut que la mélodie lui rappelle, ah oui, c'est ce chant, ça part comme ça monte, ça descend. Voilà, donc avoir quelque chose de très clair. Après, quand on joue avec d'autres musiciens, étant donné que le piano c'est l'instrument le plus complet qui soit, on peut tout faire. Pour moi, c'est au pianiste de s'adapter. Si le pianiste il s'adapte pas, et ben en fait il se la joue perso. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que un guitariste il peut pas s'adapter comme un piano. Il est très limité en termes de sonorité déjà. Un piano ça a quand même 88 touches en général, donc il y a largement de quoi faire. Pendant des années, j'ai joué dans un groupe de musique qu'on avait dans l'église. Il y avait 9 musiciens et là, il fallait s'adapter parce que un violon, ça joue pas aussi les mêmes notes, mais ça a un champ d'action qui est quand même beaucoup plus restreint que le piano. La basse, c'est pareil. S'il y a des percus en même temps, etc. Et puis après, il faut composer avec le niveau musical un petit peu de tout le monde. De ce qui se fait. Donc moi quand je joue avec beaucoup d'autres musiciens, ce que j'aime bien c'est laisser voir un petit peu ce que chacun est capable de faire avec son instrument et après moi je me greffe sur autre chose. Alors soit ça va être des nappes, voilà, laisser fondre un petit peu des sonorités différentes, après on peut jouer en fonction du piano qu'on a sur les différentes sonorités qu'on peut avoir, ça franchement c'est le top. Après, on peut jouer aussi plus sur des mélodies. On peut aussi plus faire des arpèges parce qu'un guitariste qui sait pas forcément faire des arpèges, il va plus être dans des accords plaqués. Donc là, ça sert à rien de chercher à plaquer des accords avec la main gauche parce que ça en rajoute en lourdeur. Et puis après, ça fait que la musique est moins nette. Tout est un peu confus et beaucoup moins agréable. Pareil, si tu joues avec une basse, ce que moi j'affectionne particulièrement, j'aime beaucoup jouer avec des bons bassistes. Si tu as un bon percussionniste en plus dans le lot, c'est vraiment le top parce que du coup tu peux t'amuser à jouer avec les harmonies, tu peux t'amuser dans les gammes à faire des petites notes sympas et tu peux presque jouer qu'avec une seule main. Bon, ok. Alors, tu vas parler de jouer avec une basse et une batteur. Donc, on va discuter un petit peu de ça. Donc, comment tu changes, par exemple, si tu es là avec une bonne bassiste, qu'est-ce que ça change dans la main gauche pour toi? Alors, ça change tout, en fait, parce que moi, je sais que déjà, en termes de sonorité, tout ce qui est au niveau de ma main gauche, le bassiste, presque, il le fait. Donc, après, ça dépend aussi de son style, parce que tous les bassistes ne jouent pas tout à fait la même chose. Il y en a qui vont juste plaquer la note de l'accord, il y en a qui vont réussir à faire quand même des choses un petit peu plus, on va dire, construites. Mais moi, du coup, au niveau de ma main gauche, je vais jouer déjà un petit peu plus haut, et puis ça va être beaucoup plus léger. Et en général, je vais jouer alors sur un accord
en général, bon, c'est un 3-5, hein, donc à l'accord de Fa, par exemple, tu fais un Fa, La, Do. Je sais que moi, je vais plutôt être sur le La et le Do, et puis je vais inverser mes accords. Parce que si tu renverses tes accords, ça veut dire que tu laisses la basse de l'accord au bassiste. Oui. Voilà. Tout à fait. Ça m'a fait penser quand j'ai fait mes études de jazz. J'étais surpris d'apprendre que le pianiste de jazz ne joue presque jamais le fondamental. Par exemple, un chord de Fa. Bon, là, il fait une Fa 7 ou même une Fa 13 ou quelque chose comme ça, Fa avec beaucoup de notes de plus, mais sans une Fa. C'est ça. Donc, il commence avec le La ou le Do et toutes les autres notes ajoutées. Donc, c'est une chord de Fa, plus, même sans Fa. Voilà. Avec l'idée que oui, non, on ne fait pas le Fa parce que c'est le basse qui vont faire le Fa et on ne veut pas jouer la même chose. Tout à fait. Mais les renversements d'accords, quand on est un pianiste et qu'on joue avec d'autres musiciens, c'est monnaie courante en fait. Voilà, c'est vraiment. Excuse-moi, c'est quoi? Monnaie courante. Moi, je pense que il faudrait que les pianistes apprennent à renverser les accords en fait. Okay. Ça, c'est un vrai exercice à faire. Si on a les pianistes qui sont là en train de nous regarder et ils ne comprennent pas exactement ce que tu veux dire par renverser les accords, explique-nous un peu ce concept. En fait, si on reste sur l'exemple du Fa, au lieu de faire un Fa La Do, tu fais un La Do Fa. En fait, la sonorité, elle va être différente. C'est-à-dire que tu fais les mêmes notes que l'accord, mais tu les joues différemment et tu les plaques différemment. Il y a plein de méthodes. Franchement, il y a des tutos qui sont super bien faits. Il faut se le dire. Il y a des super pianistes qui font des tutos de fou. Et sur le renversement des accords, mais aussi avoir des accompagnements peut-être un peu plus jazzy. Il y a plein de bonnes choses qui sont faites, mais il faut sortir un petit peu on va dire, de tout ce qu'on apprend à l'école, de très classique. Moi, j'ai une formation très classique. Hein. J'ai commencé le piano à 3 ans. J'ai joué de la musique classique pendant 15 ans, 20 ans. Et on apprend quand même un peu, j'ai envie de dire, l'art du piano d'une manière très conventionnelle. Et il faut apprendre à laisser de la place aux autres musiciens. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui viennent du cœur. Ça se remarque très vite dans un groupe. Un pianiste qui va laisser la place aux autres, c'est un pianiste qui va faire attention. Et je pense que c'est pas juste de se dire moi je fais du piano, je peux tout faire. En fait, si le bassiste il est là, il a une place. Si le batteur il est là, il a sa place. Et c'est vraiment au pianiste de s'adapter et de travailler dans l'idée qu'il joue avec d'autres musiciens. Et souvent les pianistes, ils s'entraînent dans leur chambre ou dans leur salon. Moi, le piano chez moi, il est dans ma chambre. Et quand je m'entraîne, j'ai toujours dans l'idée de me dire, qu'est-ce que je pourrais jouer avec d'autres musiciens? Ou parfois tu te mets une musique, parce qu'il y a des très bons musiciens professionnels qui font de la louange. Tu mets une musique et puis juste écoute ce que le pianiste y fait. Et en fait, on se rend compte que des groupes où ils sont 7-8, le pianiste déjà, il fait soit 3-4 notes. Mais en fait, les jeux de piano sont pas si énormes que ça. Et apprendre à être à une juste place, je crois, et à pas en faire des tonnes. J'aime beaucoup de choses plusieurs choses que tu viens de dire. Le premier, c'est l'accent que tu mets sur écouter les autres. Pour moi, n'importe quel instrument, on ne peut pas, je vais dire ça directement dans la caméra, on ne peut pas être un bon musicien sans écouter les autres. C'est contre-indiqué. Tu ne peux pas être un musicien si tu n'écoutes pas les autres musiciens quand tu joues avec eux. Et si tu veux être pas invité de revenir jouer avec les autres, ça c'est un bon moyen de faire, c'est de jouer avec les autres sans écouter, n'est-ce pas? C'est frustrant quand tu es quelqu'un dans l'équipe qui n'écoute pas. C'est très frustrant. Ok, donc ça déjà, chapeau, je suis complètement d'accord. L'autre chose que je dis que je trouvais intéressante, c'est que puisque le piano est capable de faire tellement de choses, c'est plus dans ta mode de pensée, c'est plus à toi d'adapter aux autres parce que tu as plus de possibilités, que tu es capable d'adapter plus que donc tu as décidé de faire comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant, ça, c'est cool. Ouais, et puis je pense qu'il faut apprendre aussi à se répartir. Dans un chant, t'as les refrains, t'as les couplets, t'as les ponts, t'as des pré-refrains. Il y a des moments où on peut rentrer et des moments peut-être où il faut savoir aussi se retirer.
Moi, je sais que des fois, il y a des chants où, franchement, c'est suffisant. T'as une bonne guitare, t'as une bonne basse, t'as une bonne trompette. J'aime beaucoup les cuivres aussi. Il y a des chants où parfois juste je chante. Et t'es pas obligé de jouer parce que c'est peut-être pas forcément propice ou ça tombe pas forcément bien sur ce chant, mais apprendre à ce que chaque instrument ait aussi sa place, mais dans le chant d'une manière générale, comment on amène le chant, à quel moment, qui rentre quand, où, comment, et puis d'oser se dire les choses. Je crois que parfois dans les groupes de musique, c'est pas assez précis. Qui rentre quand, qui fait quoi, et parfois on se dit très maladroitement peut-être que ce serait mieux que tu joues pas ou peut-être que ce serait mieux que tu joues un petit peu plus léger. Oui, c'est dur parce que des fois on est sensible, le musicien, hein. On est facilement crispé avec les commentaires. Alors maintenant j'aimerais discuter un petit peu, tu as parlé de combien tu dois être adaptable aux autres parce que en tant que pianiste tu peux le faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Souvent ça m'arrive quand on me demande de venir dans une église et aider l'équipe et il y a une jeune pianiste là qui, comme tu dis, elle sait jouer toute seule chez elle et maintenant elle est demandée de jouer avec une grande équipe et quand je dis tu sais, joue pas le mélodie avec la main droite ou joue pas dans cette octave si le guitariste est dans cette octave. Ou si le guitariste fait les arpèges, toi tu fais le nappe, ou si tu fais les arpèges, on me demande le guitariste. Souvent, les pianistes qui ne sont pas habitués à cette mode de pensée, ils sont un peu offensés, ils disent mais en fait tu viens de nous expliquer très bien que dès que le groupe est grand, dès que le piano joue de moins en moins. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui dit alors je serai quoi? Je suis là, j'ai tous ces grands instruments devant moi, je vais juste quelques petites nappes ici ou un intro ici, ou je serai quoi? C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que tu veux dire à cette personne-là? Et c'est là que moi je pense que la musique c'est aussi beaucoup une question du cœur et de disposition de cœur. Il y a c'est peut-être le ministère qui peut-être un peu comme les pasteurs, mais il y a une véritable occasion de chute dans l'orgueil. Et si en plus c'est une pianiste qui a eu l'habitude pendant des années, que j'ai envie de dire que tout repose un petit peu sur elle, à un moment donné, il faut savoir aussi prendre un petit peu de recul par rapport à ça, et puis se rendre compte que ce qui est important, c'est pas le pianiste. Ce qui est important, c'est pas la musique. Ce qui est important, c'est les paroles, c'est le chant. Et peut-être que cette pianiste, ce serait bien que quand elle s'entraîne, moi en tout cas j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil-là pendant des années, quand elle s'entraîne, qu'elle chante. Parce que souvent, les pianistes, ils jouent, mais ils chantent pas. Ça c'est souvent le cas. Mais il faut que les pianistes apprennent à chanter parce que déjà ça va éviter le fait qu'ils partent trop vite. Parce que souvent, c'est quand même le pianiste qui fait aussi l'introduction, etc. Mais ça va éviter qu'il parte trop vite ou trop doucement. Et puis, il va se rendre compte que le chant, il est chantable dans la manière dont il l'amène. Mais il va aussi se rendre compte que l'important, c'est qu'à un moment donné, peut-être, ça monte en intensité parce que les paroles vont inviter à ce qu'à un moment donné, le chant monte en puissance. Et puis, il y a des moments aussi où les paroles, elles seront plus propices à quelque chose de calme, à l'opposé. Et je pense qu'il faut, au lieu de jouer peut-être sur le côté frustrant, de dire oui, je fais moins de choses, en fait, le pianiste, en faisant moins, il peut aider à influencer sur les nuances, justement. C'est-à-dire, tu fais moins, mais tu fais mieux. Et tu vas aider à peut-être monter un peu dans les aigus pour poser un petit peu le chant quand ce sera le moment, ou peut-être à monter un petit peu en intensité quand il va falloir peut-être accompagner justement dans les accords et puis en puissance pour que ça monte un petit peu plus. Il y a des choses qui peuvent être faites. Et finalement, ce qui est beau, c'est quand les musiciens ils arrivent à jouer en étant bien coordonnés, sans forcément que l'un ou l'autre ait une place plus centrale que d'autres. Ça, c'est les choses que j'aime bien quand j'écoute d'une équipe qui joue bien ensemble ou d'avoir la joie de jouer avec les autres musiciens
musiciens qui sont sensibles. Et bon, je ne sais pas si ça se dit en français ou en anglais, on parle de quelqu'un qui est généreux en tant que musicien. C'est-à-dire, tu joues avec eux et c'est comme tu es dans le bras de maman. Tu te sens sécure, tu sais qu'ils ne vont pas faire quelque chose pour t'embêter, plutôt pour t'aider. Et on est tous là pour l'autre. Donc, pour moi, au niveau musique, ça c'est de meilleures choses dans le monde. Et pour un pianiste, dans ce que j'ai compris selon ce que tu as dit, c'est qu'il faut être à la base, le job plus important dès que tu maîtrises un peu ton instrument, c'est d'écouter les autres. Parce que tout ce que tu viens de dire, c'est une réaction de ce que les autres font. Et tu ne peux pas savoir ça si tu n'écoutes pas les autres. Oui. Donc la première chose, c'est écouter les autres et d'être conscient, comme on vient de dire, les guitaristes, ils jouent ici. Donc je fais exprès de ne pas jouer exactement la même note que les guitaristes. Ou si on fait une rythmique, je fais exprès de jouer le même rythme que lui, ou que ça ne soit pas au moins un truc qui clash. Ou de réaliser que le bassiste, il fait ça, donc je vais pas mettre le même note que lui, Ouais, c'est beaucoup de tension pour écouter les autres que j'entends. Et parce que je pense qu'il y a aussi un travail intérieur. Notre identité, c'est pas d'être musicien. Et je pense que c'est important parce que quand tu te mets à écouter les autres, ça veut dire que tu mets pas ton identité et tous tes enjeux sont pas dans ce que toi tu vas jouer. Tu vois. Et franchement, voilà, savoir qui on est, savoir quelle est notre place dans le groupe de musique, c'est hyper important parce qu'en fait, un musicien, ça joue comme c'est, si je peux dire, un musicien qui est frustré, ça va s'entendre en fait. Un musicien qui est en colère, ça va s'entendre aussi. Un musicien qui est mélancolique, ça va aussi s'entendre. Et en fait, on communique beaucoup de choses à travers notre manière de jouer. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut traiter, j'ai envie de dire, un peu la cause de ça. Et une fois que les choses ont été un petit peu posées, c'est là qu'on se rend compte que jouer en équipe, c'est une vraie force. Parce que, voilà, il y a des personnalités qui sont différentes, mais au lieu de voir peut-être les autres musiciens comme des concurrents, on peut les voir comme des coéquipiers et de se dire en fait c'est hyper reposant d'avoir un bassiste, c'est hyper reposant d'avoir un guitariste qui peut plaquer des accords quand nous on peut faire autre chose, c'est hyper reposant de pouvoir compter sur les autres aussi, et puis c'est ça l'église, c'est aussi apprendre à jouer ensemble malgré nos différences, et parfois on a besoin aussi peut-être d'apprendre à pas jouer, et à se rendre compte que un groupe de musique il peut aussi fonctionner par alternance, on n'est pas obligé de tout le temps jouer sur tous les champs, ça je le redis, mais apprendre à se retirer sur certaines choses, c'est très pédagogique. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant. Je viens de réaliser que je peux presque copier-coller ce que tu viens de dire et remplacer ça avec, par exemple, ce que Jimmy Lahey, quand il a fait les guitaristes qui jouent avec Héritage, ce qu'il a fait, il a dit quand il a fait le podcast ici avec moi, au niveau guitare, il est une super guitariste, il joue super bien. Mais il a dit presque la même chose, qu'il laisse la place pour les autres. Première chose qu'il fait, parce que souvent il a deux guitares sur scène. Qu'est-ce qui fait l'autre guitariste que je puisse faire quelque chose d'autre que lui? Est-ce que je peux mettre le capo quelque part, de faire les autres harmoniques ou de faire quelque chose qui est complémentaire et pas en clash ou surtout pas la même chose? Je pense que c'est correct de dire que les meilleurs musiciens sont très, très, très souvent les musiciens les plus généreux. C'est les gens qui sont pas là pour dire « regardez-moi, regardez-moi ». Et je dis ça parce que je sais qu'on a beaucoup de gens qui regardent ces podcasts qui sont en train de développer leur don sur leur instrument. Et je voudrais vous encourager vraiment de réaliser ou de penser cette mode de penser que oui, je vais être doué sur ce que je fais moi-même,
selon les instruments. Ça, c'était guitare, piano, saxophone, si vous voyez tout ce que je fais. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Mais d'être capable de jouer alors que tu puisses jouer avec les autres et des fois donner la place aux autres. Parce que plus que tu es doué, plus que tu as les choses à offrir aux autres et de jouer mieux ensemble. Mais je veux juste rebondir sur cette idée que d'être un bon musicien, c'est quelqu'un qui sait jouer avec les autres, qui écoute les autres. Et le meilleur musicien avec lequel j'ai jamais joué dans ma vie ou parlé, c'est les gens qui pensent aux autres, qui pensent qu'est-ce que je peux offrir dans cet ensemble, qu'est-ce que je peux amener et qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres dans l'équipe, qu'on puisse arriver ensemble et faire quelque chose de beau. C'est chouette. Ouais. Ok. Je te laisse le dernier mot. Regarde la caméra là et qu'est-ce que tu vas dire, juste en dernier mot, à tout le monde qui est dans le ministère de jouer le piano dans leur église. Orly, qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Chanter. Chanter, travailler encore, encore. Il n'y a jamais rien d'acquis. Même si on a fait des années de piano, je crois qu'il n'y a jamais rien d'acquis. On peut toujours progresser dans ces accompagnements, mais chanter, parce que l'objectif, c'est pas qu'il y ait une bonne musique. L'objectif, c'est que les gens chantent. Et je crois que c'est vraiment ce qui est important. Et vous-même chantez, parce que vous êtes des adorateurs avant tout, avant d'être des musiciens, et louez le Seigneur. Et voilà. Super, c'est un super mot final. Donc, oui, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Merci d'être là avec nous. C'était vraiment sympa de discuter et passer le temps. Ces podcasts, on parle un petit peu avant, mais c'est largement juste authentique, live. C'est pas planifié, c'est juste comme ça. Et c'était vraiment sympa de faire ça. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous tous d'être là avec nous. J'espère que c'était intéressant pour vous. Une fois encore, si cet épisode vous a plu, merci de cliquer sur like, de partager, de nous aider et parler avec les autres que tu connais qui sont dans ce ministère de la louange, que Action Louange est là pour être utile, pour vous aider, qu'on puisse tous progresser ensemble dans notre ministère. Ciao!